c'est l'œuvre de la décennie. On l'entend de plus en plus cette phrase, surtout pour parler de gros shonen d'action. Pourtant il y a 3 ans, il y a une œuvre qui a pu se démarquer. Sans combat, sans même être un shonen, et pourtant avec une popularité qui était folle. Et malheureusement, on n'en entend plus du tout parler, principalement à cause d'une fin très controversée. Mais en vrai, est-ce que c'était vraiment le crash de la décennie? Est-ce qu'on n'aurait pas juste pas compris, ou est-ce qu'internet n'en ferait pas comme d'hab, un peu trop? Bonjour à toutes et à tous, ici Amano et aujourd'hui on revient sur le cas Oshinoko. Oshinoko commence par un parti pris, prendre un certain temps, ici 10 chapitres, pour poser et narrer un prologue de son intrigue. Le protagoniste, Goro Amamiya, tué puis réincarné en Aqua Oshino, et d'autres personnages qui vont lui tourner autour. Ruby Oshino, jumelle d'Aqua mais anciennement et secrètement Sarina Tendoji, patiente de l'hôpital où travaillait Goro, Aqua et Ruby, qui sont donc aussi les enfants d'Ai Oshino, l'idol star du groupe Bekomachi, dont Sarina et Goro étaient fans. Autour de ce trio vont tourner d'autres personnages comme Ichigo et Miyako, qui dirigent l'agence Bekomachi dont fait partie Ai, Arima Kana, enfant actrice de génie qui va jouer avec Aqua et Ai, et enfin Ryosuke Sugano, qui n'apparaîtra qu'à la toute fin du prologue, mais qui va tuer Ai. Ce qu'on peut déjà noter, c'est que l'œuvre prend son temps, et c'est assez rare. Généralement, surtout actuellement, une intrigue d'un manga se met en place sur 1, voire 2 ou 3 chapitres, pour après directement embrayer et se lancer. C'est un formatage commercial. Là, le but d'Aqua n'est posé qu'à la fin du chapitre 10, soit à la fin du tome 1. Et on sent déjà vraiment que la forme sous laquelle Oshinoko se destine à être lue est celle qui termine le premier contact avec l'œuvre sur la résolution d'Aqua. Et c'est sans doute aussi pour ça que l'épisode 1 fait 1 heure et adapte directement tout le tome 1. C'est assez osé comme choix, surtout dans une industrie qui a tendance à condamner des œuvres si le public n'adhère pas directement passer les premiers chapitres. Mais dans le même temps, ça permet aussi d'introduire correctement les thématiques de la série en jouant avec ce microcosme. Et surtout, eh bien le prologue reste quand même très divertissant et plaisant à suivre. Sur son prologue, Oshinoko veut nous introduire à 3 pans majeurs de la série. La thématique du mensonge, sa critique du monde du spectacle de l'autre, et sans oublier la réincarnation qui servira de lien et qui après va devenir le fil rouge de la vengeance. Ces thématiques sont avant tout incarnées par différents personnages qui vont permettre d'en introduire différents pans ici et là. Par exemple, Kana, c'est un personnage qui sert à 100% la critique du monde du spectacle, en étant ici présenté très négativement comme une enfant actrice qui est gonflée d'orgueil et qui traite les autres comme de la merde. A l'inverse, Ai, on va le voir, est lié à la thématique du monde du spectacle, mais c'est un personnage qui traite surtout ici de l'amour et du mensonge, vu comment sa carrière est idyllique au point de n'avoir rien à redire dessus. Les deux réincarnés et protagonistes, Aqua et Ruby, sont eux aussi classables dans ces catégories. Pour le prologue, Aqua va surtout servir la thématique du monde du spectacle, et Ruby la thématique de l'amour et du mensonge. Mais aussi, les deux vont être les seuls à introduire le vrai fil rouge, qui sera la réincarnation, puis la vengeance, avec ici le léger mystère sur la précédente vie de Ruby. D'ailleurs, on peut aussi se demander pourquoi est-ce que Aka Akasaka a intégré une réincarnation à Oshinoko, alors que au moment où commence l'œuvre, c'est un procédé narratif qui est assez mal vu, notamment à cause de la pelletée d'isekai qui sortait chaque saison. Eh bien, on peut y voir 3 objectifs. Le premier, c'est simplifier la quête de vengeance en ayant dès le départ un protagoniste avec les capacités mentales nécessaires pour tout mettre en place plus rapidement et efficacement. Et c'est plus facile de faire ça avec un Aqua qui est théoriquement adulte dès le départ qu'avec un gosse, puis un adolescent. Ensuite, ça permet d'amener une certaine distance avec les événements, et donc de faciliter la critique du monde du spectacle. Un Aqua non réincarné aurait bien plus pris à cœur les événements qui le lient à cette industrie, et ça n'aurait pas facilité l'utilisation qu'il en fait et la critique qu'en font les mangaka. Et Aqua n'est pas le seul dans ce cas, parce que les personnages qui seront les plus utilisés pour expliquer et présenter le monde du spectacle, ce seront généralement des personnages plus âgés que la plupart des personnages principaux. Même Sho a 25 ans au début de l'œuvre, Miyako elle approche de la quarantaine, et on pourrait même ajouter Gotanda qui a lui aussi plus de 40 ans, voire même Kana qui a un peu ce rôle au tout début en ayant 1 an de plus que Ruby et Aqua. Ces personnages plus âgés servent non seulement de mentors, mais aussi de panneaux explicatifs. C'est un peu des fusions de Jami et Tortue Géniale en fait. Enfin, la réincarnation sert un dernier rôle, être tant une mise en abîme qu'une introduction à l'autre thématique majeure de Shinoko. Mise en abîme parce que les disciplines demandant de jouer un rôle auront une place particulière dans l'analyse qu'essaiera de faire Oshinoko du monde du spectacle. Le cinéma, le théâtre, le métier d'idol, la télévision ou même simplement les réseaux. Et quoi de mieux pour illustrer cette idée, qui va tout de même être au cœur de pas mal de passages d'Oshinoko, que des protagonistes littéralement obligés de jouer constamment un rôle. Tout d'abord via Ai et son rôle de personnage public, puis surtout il y a les jumeaux qui devront constamment cacher leur réincarnation, et donc ils seront obligés
obligé de mentir pour aimer, ou à minima, être aimé. La réincarnation va, surtout au début de Shinoko, servir de moteur narratif et thématique à Akasaka, et même de moteur comique de temps à autre, notamment pendant le prologue. Akasaka va jouer sur le contraste entre les âges mentaux et physiques d'Aqua et Ruby pour développer plusieurs scènes comiques, avec notamment l'intervention divine et la danse des bébés. Ça aide à alléger un prologue qui est sinon très dense en informations, à rendre plus digeste une lecture qui aurait été sinon parfaite d'un point de vue structurel, mais ignoble pour le lecteur vu comment on fait point A, point B, parfois sans vrai lien. On nous introduit à 6 personnages globalement majeurs en un seul tome, c'est quand même quelque chose. Dans le lot, il y a un personnage qui n'intervient que très rarement, et une qui est globalement mise en place plus qu'utilisée, et qui voit sa seule possibilité d'intrigue être défaussée très vite. Mais les 4 autres, ils prennent pas mal de lumière, pas mal de place, et donc pas mal de présence narrative. Kanaa, c'est un peu une Miyako. C'est un personnage qui est mis en place surtout pour la suite, mais qui, contrairement à Miyako, arrive déjà à être marquante. Son côté enfant-actrice très prétentieuse qui tranche dans l'art est à la fois énervant et attachant, et ses pleurs suite au tournage clôturent la première apparition d'un personnage qui reste en tête, alors que, concrètement, elle n'apparaît que pendant 5% du prologue, et elle sert surtout à mettre en place la relation future entre la Kana adolescente et Aqua. Les jumeaux sont le cas le plus unique du lot. Puisqu'il s'agit des protagonistes, leur perspective d'évolution devrait se faire par leur lien aux plus gros éléments déclencheurs de l'intrigue, sauf que ça n'arrive qu'à la fin du prologue. C'est pour ça qu'Akasaka se repose encore une fois sur la réincarnation. On a dit qu'elle servait nombre de moments comiques ayant pour rôle d'alléger une intrigue autrement lourde, mais c'est aussi sur le prologue la plus grosse perspective d'intrigue pour le duo de protagonistes, avec leur découverte de l'autre, et encore une fois leur connaissance de la vie antérieure de l'autre. Le personnage iconique de ce prologue, celle qui prend toute la lumière sans aucun débat possible, c'est Ai Yoshino. En à peine un tome, Akasaka arrive à écrire un personnage attachant et Mengo lui donne magnifiquement vie grâce à ses nombreuses mimiques et surtout un chara-design simple mais incroyablement efficace. Et d'un point de vue écriture, Ai, c'est le seul personnage pouvant sur le prologue incarner l'intégralité des thématiques que met en place Akasaka. Ai, c'est un pur produit du showbiz et l'une de ses incarnations les plus abouties, et tout au long de l'œuvre, son professionnalisme, sa maîtrise des codes, voire même sa simple existence, seront constamment soulignés par le reste du casting, voire même élevés au rang de légende. Et alors qu'on se dit que sa mort va tout arrêter et que Ai va tomber dans l'oubli, en fait non. La narration devient après post-mortem et c'est un choix absolument brillant, parce que ça permet d'asseoir pleinement et définitivement l'ampleur de la légende qu'elle était et de ce que le monde d'Oshinoko a perdu, tant de manière intradiégétique à l'œuvre, en tant qu'idole légendaire qui s'éteint bien trop tôt, que pour l'œuvre en tant que telle et ses thématiques directement, parce qu'elles perdent leur plus belle incarnation. On est sur l'un des personnages les plus marquants de ces dernières années, alors qu'elle est absente la plupart du temps. Ai, c'est devenu le visage de Shinoko, alors qu'elle apparaît concrètement maximum 20% de l'œuvre à tout casser. C'est une réussite complète, à l'image de ce prologue, qui est absolument parfait, qui réussit tout et qui... Attends, mais j'ai oublié les interviews. Bon, en gros, à chaque début de chapitre du prologue, hormis le premier, on aura une interview en une page d'un personnage au futur, dans le sens d'une interview qui date de l'époque où se déroulera vraiment Oshinoko. Ça introduit déjà très bien le chapitre, parce que le personnage interviewé va coller au chapitre en question, ou à minima un événement de celui-ci. Par exemple, l'interview de Miyako ouvre le chapitre qui va le plus la mettre en avant, et Kana est interviewé en ouverture du chapitre qui va l'introduire. Et là où c'est très fort, c'est que ces interviews servent à la fois de flash-forward et de foreshadowing. Ça sert de flash-forward parce que ça notice directement à la réalité du manga après l'ellipse à venir, et donc ça nous montre des personnages qui ont des connaissances et même un statut qui ont évolué. Mais aussi ça sert de foreshadowing par rapport à la mort d'Ai. Chaque interview à partir de celle de Gotanda va petit à petit amener des indices laissant supposer cette tragédie. Gotanda va nous parler de la mémoire d'Ai, la maîtresse va parler d'un incident familial, Ichigo va parler d'une vie qui a pris fin, quand Kana va décrire sans le vouloir l'incident. Même un génie meurt s'il est poignardé. Puis tout se déroule à la fin du chapitre 8, avec la dernière vraie interview, celle d'Aqua, servant à préparer le terrain de la vengeance avant même sa véritable introduction. C'est juste pic cinéma en fait. Y'a rien à dire, c'est maîtrisé de A à Z et t'as qu'une envie, c'est de continuer. On est sur l'une des introductions les plus réussies que j'ai pu lire et qui fait un tour d'horizon très vite et bien. Tu as une intrigue, des personnages, et tu as même déjà des thématiques narratives et un cadre spatio-temporel. C'est parfait et ça témoigne d'une succession de bons choix. Maintenant, faut voir ce que Akasaka a prévu pour la suite.
Suite à la mort d'Ai, l'introduction du but d'Aqua et une ellipse d'une bonne grosse dizaine d'années, l'histoire va reprendre avec l'arrivée d'Aqua et Ruby au lycée, ce qui va très vite ramener sur le devant de la scène la thématique artistique d'Oshinoko, avec l'emballement de la carrière d'Aqua et le début de celle de Ruby. Aqua, qui trempait déjà dans l'industrie, va participer à une série et une télé-réalité, quand Ruby va elle chercher à relancer le groupe Bekomachi avec l'aide de Miyako. En soi, le gros des expériences dans le monde du spectacle qu'on va voir ici vont chercher à continuer un peu ce qu'on voyait avec Ai, mais avec une différence parce que tout sera ramené au bas de l'échelle, parce que Aqua et surtout Ruby n'ont pas l'aura et la légende d'Ai. Par exemple, Ai avait joué dans une série, ce qui avait lancé sa carrière audiovisuelle. Et bien Aqua va faire de même. Mais aussi, le premier concert des nouveaux Bekomachi a une construction qui peut ressembler à la scène de la danse des bébés du prologue, puisque l'intervention d'un Oshino avec des glow sticks va libérer émotionnellement la leader des Bekomachi. Bonjour à Mano Montage, juste aussi pour dire que de mémoire, l'anime notamment pousse beaucoup la comparaison de la construction entre l'ancien et le nouveau concert, avec notamment des chorégraphies très similaires, mais je suis plus vraiment sûr, donc prenez ça avec des pincettes. La partie industrie du spectacle d'Oshinoko continue d'être extrêmement bien maîtrisée, au point d'être ici la star de cette partie narrative. L'aspect découverte, explicatif puis critique du monde du spectacle reprend le rôle qu'avait la réincarnation sur le prologue, occuper le lecteur le temps qu'Akasaka mette vraiment bien en place les relations et les personnages dont il avait besoin. Parce qu'Aka Akasaka, le scénariste d'Oshinoko, c'est un auteur qui excelle par l'écriture de ses personnages et les jeux relationnels qu'il tisse entre eux. Regardez son plus gros succès, qui était encore en cours quand a commencé Oshinoko, Kaguya-sama Love is War. On est sur une comédie romantique qui met au centre de sa proposition narrative son jeu de va-et-vient entre ses différents protagonistes. Sauf que là où Kaguya-sama pouvait rapidement exposer son jeu relationnel, grâce au gros statu quo entre Kaguya et Shirogane, grâce à ses nombreuses cartouches de texte, et grâce à son statut de comédie romantique qui facilite une narration très lente, surtout pour ce point, pour Oshinoko, c'est plus compliqué. Contrairement à Kaguya, Oshinoko nous promet une intrigue bien plus centrale, développée et même rapide, ce qui forcément allait pousser l'aspect relationnel sur le côté en le développant moins. Et ça, je pense qu'Akasaka en était très bien conscient. Prenez le manga qu'il a fait avant Kaguya-sama, Ib Instant Bullet, avec un dernier tome sorti au Japon 5 mois avant le premier de Kaguya. L'œuvre a des personnages avec un certain potentiel narratif, mais qui ne peuvent pas avoir la place narrative nécessaire à cause du concept de l'œuvre d'Akasaka, qui demande et prend bien plus de place. Résultat, cet aspect d'Ib se retrouve condensé, compressé et très mal exploité alors qu'il y avait matière à faire beaucoup mieux. Ici, Akasaka semble vouloir éviter de refaire cette erreur, et c'est sans doute pour ça qu'il calme un peu l'intrigue de la vengeance passé le prologue, et qui donne directement autant de place au caractère explicatif du show business. C'est un choix qui est payant et qui va lui permettre de continuer à proprement poser les bases d'une partie essentielle d'Oshinoko, le cadre de l'ensemble de l'œuvre qui essaiera d'appuyer un maximum de propos et d'arcs narratifs. Et en plus de ça, ce choix laisse aussi suffisamment de place et de marge de manœuvre à Akasaka pour tout de même bien mettre en place le jeu relationnel et plusieurs personnages prometteurs. Proprement intégrer Ruby et Aqua, qui avaient un rôle un peu bâtard dans le prologue et qui semblent enfin prendre leur envol ici, reprendre Kana pour à l'inverse se servir de ce qu'elle était dans le prologue pour la développer en contraste avec ça, Akane Kurokawa dont on va reparler en détail parce que c'est peut-être la plus grande réussite jusque-là en dehors d'Ai, et c'est sans oublier d'autres personnages plus mineurs mais ayant suffisamment de profondeur et de possibilités pour devenir vraiment intéressant, une catégorie qui est parfaitement représentée par Memsho. Mais ça n'empêche pas Akasaka de déjà faire quelques faux pas et d'introduire un nombre de personnages qui semblent juste beaucoup trop conséquents. Frill Shiranui, qu'on nous introduit dans le tome 2 et qui a le droit à 4 pages, ne servant qu'à souligner sa beauté, son talent, son importance dans l'industrie du show business, avant que la narration n'embraye sur la nécessité de Ruby de travailler en tant qu'artiste. Quand on voit ça, on se dit quoi? Qu'on tient une potentielle future rivale ou antagoniste par rapport à Ruby? En fait, non. Sur le reste de la première moitié de Shinoko, Frill n'apparaît que dans 2 chapitres, pour un total de 5 pages. Et je m'avance un peu, mais faudrait même attendre le dernier vrai gros arc pour qu'elle soit enfin vraiment importante à l'histoire. Pourquoi tu prends autant de temps à introduire un personnage, si c'était pour l'utiliser que bien plus tard? Tu pouvais très bien simplement l'introduire en tant que simple camarade de classe de Ruby très vite, exactement ce qui est fait avec Minami, ou alors si tu veux vraiment l'introduire comme ça, bah fallait l'utiliser avant, lui donner plus de place. Par exemple, en la faisant participer à la télé-réalité, en lui donnant le rôle de Yuki, ce qui aurait rendu encore plus impactante l'altercation avec Akane, parce qu'on se souviendrait de l'introduction de Frill et qu'on se dirait ah merde, elle a déconné, elle a blessé une actrice qu'on sait comme étant super importante, populaire et simplement douée. Après, je parle de Frill, mais c'est loin d'être la pire. Voici la grande, la magnifique, la sublime Suzushiro. Oui,
vous ne voyez absolument pas qui c'est, et c'est normal parce que c'est un perso de con dans le sens je ne comprends pas ce qu'elle fout là. Donc en fait, c'est une idol random qui a pas réussi à percer, qui va voir le concert des Neo Bekomachi et qui décide de prendre sa retraite. Et ce personnage, qu'on n'a jamais vu avant et qu'on ne reverra plus jamais après, se voit offrir comme ça les 2/3 du chapitre 39. Ce qui fait que le chapitre semble juste hors sujet, qui sort un truc qui vient de nulle part, et qui est tellement déconnecté de l'intrigue que l'animé va complètement dégager le personnage de Mana et que ça ne change absolument rien. Ce personnage ne fait que gâcher de la place, c'est Bardella au Parlement européen en fait. La raison pour laquelle j'insiste autant sur ce point, c'est que la comparaison avec le prologue est ici très douloureuse. On a l'impression de faire 3 pas en arrière, d'avoir un Akasaka qui se retrouve à balancer un peu tout ce qui lui vient en tête pour après bricoler avec ce qui tient. Je chipote car dans l'ensemble, ça reste vraiment bon, et ce problème de trop plein d'introductions, surtout qu'on a une vision sur l'ensemble de l'œuvre, est le seul vrai souci que je pourrais relever sur la partie de Shinoko qu'on a pour le moment abordée. En dehors de ce souci de trop d'introductions, on est sur un quasi sans faute, notamment sur le niveau relationnel, on voit très tôt à quel point Akasaka arrive à faire tout vite et bien. Une fois le premier quart de l'œuvre terminé, on a un schéma relationnel qui fonctionne bien et qui s'articule autour d'Aqua et des 3 personnages féminins importants qui ont été introduits ou développés, Ruby, Kana et Akane. 3 personnages qui seront tout d'abord définis avant d'être après mis en lien avec Aqua. Arima Kana, c'était le seul personnage du trio qui était vraiment défini jusque-là, et c'est pour ça que c'est la première qui repasse à la casserole. Le prodige qui lèche des cendres a fait son bout de chemin et n'est désormais qu'une actrice sur le déclin qui s'accroche à chaque opportunité, aussi petite et peu intéressante pour son talent soit-elle. Mais Akasaka l'avant tout de même comme un personnage positif, consciente de ses erreurs et qui essaye de remonter la pente en ne cherchant plus à sortir du moule et en utilisant à son avantage sa connaissance du milieu. A l'inverse complet, on a Akane Kurokawa qui est progressivement introduite en tant que complet miroir de Kana. Et là où la carrière de Kana n'a fait que décliner depuis son enfance, la forçant à accepter tout et n'importe quoi, celle d'Akane est en plein essor au point où elle commence à s'accaparer le titre d'actrice la plus prometteuse de sa génération. Mais contrairement à Kana, qui enfant s'accaparait la lumière avant que son retour à la réalité ne la force à moduler son rôle selon ses partenaires, Akane s'adapte à ses personnages et cherche à faire progresser son jeu, d'où le petit running gag avec son calepin qui sera vite abandonné, alors qu'en soi en plus il était vraiment très cool, mais bref. Là où Kana est montrée comme étant compétente et à minima à l'aise avec les réseaux sociaux, on nous montre qu'Akane est moins à l'aise là-dedans et beaucoup plus dans son élément lorsque les rôles sont pleinement préparés. Ce qui fait qu'au final, vu que c'est une télé-réalité, on est presque sur un personnage dépeint négativement malgré une carrière en plein essor, ce qui fait d'elle l'exact inverse de Kana. Et cette idée de donner une double couche antithétique à des personnages, c'est quelque chose qu'adore faire Akasaka. Et si un Kaguya-sama jouait sur les monologues intérieurs pour exploiter des couches qui étaient un soi social et un soi intérieur, les couches de Shinoko sont plus à voir du côté du monde du spectacle, dans ce qu'on pourrait appeler le soi public et le soi personnel, ce qui va permettre de lier les deux côtés narratifs de l'œuvre et d'y ajouter la thématique du mensonge utilisée de temps à autre, car ces deux soi ne sont que rarement identiques. Et si la dynamique qui va devenir vraiment importante est celle entre Akane et Kana, sur le début, on pourrait aussi inclure Ruby, un personnage limite encore plus optimiste que Kana, alors que sa carrière est dans un état encore pire, puisqu'elle n'a même pas commencé. Ruby a une position qui peut rappeler celle d'un protagoniste plus classique, rêveur, qui cherche à entrer dans un milieu dont il rêve et dont il va avoir une vision très positive. Elle est idéaliste, elle cherche à entrer dans le monde du spectacle, surtout pour honorer et continuer la légende de sa mère. Kana, elle, est réaliste. Contrairement à Ruby, elle connaît extrêmement bien les hauts et les bas du milieu, et elle fera tout ce qui est possible avec ses connaissances du marché pour revenir au top niveau. Et enfin, Akane est ce qu'on pourrait appeler une perfectionniste. Elle connaît le milieu, mais uniquement son côté apparemment méritocratique, et elle reste persuadée que seul son talent suffira à faire d'elle une comédienne ou une actrice accomplie. Et à côté de ça, on se retrouve avec 3 personnages qui tournent énormément autour d'Aqua, avec des jeux relationnels qui vont rappeler le concept de Kaguya-sama, en se centrant autour d'un concept de relation de puissance, principalement dans un point de vue familial. Ici, c'est surtout vu du point de vue d'Aqua, puisqu'il va se placer comme supérieur à Ruby avec son statut de grand frère protecteur, en tant qu'égal de Kana, qu'il considère comme un ami d'enfance, et en tant qu'inférieur à Akane à partir du moment où elle commence à imiter Ai, avant qu'Aqua ne lui trouve une utilité dans sa vengeance. Et justement, cette utilité, c'est un problème parce que ces relations ne donnent absolument pas envie d'être suivies, principalement à cause d'Aqua qui ne se comporte que de manière intéressée en se rapprochant d'un personnage que pour ce qu'il peut lui apporter. Et puisqu'on suit l'œuvre surtout via Aqua, ça nuit à toute scène de romance un tant soit peu honnête qu'Akasaka essayera de mettre en place, parce qu'on sait d'avance qu'un des deux parties de la relation ne la considère absolument pas. Mais bon, la star ici, c'est surtout l'aspect industrie du spectacle et
ça critique et on est servi. Tournage d'une adaptation à bas budget qui ne cache pas son cynisme dans son manque d'ambition, la création d'un groupe d'idoles et toutes les mesures et précautions que ça amène, la mise en place d'une télé-réalité avec grand nombre la lutte pour les premiers rôles de celle-ci et la narration cachée, ou encore le cyberharcèlement. Je vais m'attarder un peu sur ce passage du cyberharcèlement qui occupe tout le chapitre 25, car on est sur un chapitre absolument parfait. J'ai pas parlé de l'aspect graphique de Oshinoko, et j'en parlerai assez peu car honnêtement, c'est assez basique, et rares sont les quelques points qui sortent vraiment de l'ordinaire. Le dessin de Mengo est efficace et a quelques idées dont on parlera un peu après, mais son découpage et sa mise en scène ne m'ont pas transporté, sauf dans de très rares cas avec notamment ce chapitre 25. L'alternance entre des cases sur Akane et des tweets, la manière dont est dessiné chaque humain et échange, les yeux étant soit non visibles, soit cachés, à l'exception de ceux d'Akane dans lequel on voit lentement s'éteindre un éclat, le chapitre est vraiment oppressant, même le sauvetage d'Aqua est au départ presque angoissant et montré comme un étranglement. Oshinoko, à la fin de ce chapitre, vient de donner une leçon de narration visuelle et une pure claque. Tout simplement. À la limite, j'aurais presque préféré qu'Akane ne dise rien sur le pont, sans ces quelques bulles, l'impact même de ce chapitre aurait été décuplé. Même si bon, là je chipote car on est sur le climax de cette partie narrative. Akasaka a passé une vingtaine de chapitres à centrer son récit sur Aqua et la découverte du monde du spectacle. Et après avoir mis en garde contre ses mauvais côtés, on nous plonge en plein dedans, de force et d'un coup, tout au fond de l'abîme. Et ce passage renvoie également au prologue. Là où Ai était suffisamment parfaite pour endurer chaque critique et pouvoir se les approprier pour s'adapter et progresser, Akane, elle, n'a pas cette force mentale. C'est profond, c'est violent et c'est surtout impactant. Oshinoko touche vraiment le sommet pour la première fois en retournant au niveau du prologue et même en arrivant à aller un peu plus haut. On sait qu'Oshinoko est capable d'atteindre ce niveau. Mais maintenant, faut réussir à y rester. Suite au lancement du groupe de Ruby et à la dynamique positive de la popularité d'Aqua, Oshinoko va commencer une grosse partie du développement narratif qui va petit à petit se centrer autour de l'enquête sur la mort d'Ai, tout en gardant l'intrigue de la carrière des jumeaux sous le coude. Aqua va participer à une pièce de théâtre à gros budget adaptant un manga extrêmement populaire, les Bekomachi vont continuer à grandir et connaître leur premier vrai succès, avant qu'enfin ne soit retrouvé le cadavre de Goro, pendant que les mystères autour du père d'Aqua et Ruby vont commencer à s'éclaircir. On arrive dans ce qui est vraiment la deuxième partie de l'œuvre. Akasaka a passé 4 tomes à introduire respectivement l'intrigue sur la famille Oshino, puis le monde du spectacle, avant de saupoudrer le tout de la thématique du mensonge et de la relation notamment entre les fans et leurs acteurs ou idoles préférés. Ce qui fait donc qu'à partir de l'arc Tokyo Blade, Oshinoko va vraiment chercher à gagner en consistance absolument partout, mais aussi à commencer à donner de plus en plus de place à son vrai fil rouge, l'intrigue de la vengeance, de l'enquête sur la mort d'Ai, mais aussi au plan relationnel, maintenant qu'on a suffisamment de substance, avec du coup un pan monde du spectacle qui va commencer à se mettre en retrait. Et c'est là que les problèmes vont commencer à apparaître. Premier problème, qui était déjà là avant mais qui n'a pas du tout été réglé, Akasaka continue d'introduire beaucoup trop de personnages. On n'a pas de cas aussi bullshit que Mana, mais il y en a vraiment beaucoup trop. Dites-vous que juste sur Tokyo Blade, on reprend un personnage très mineur des arcs précédents pour la développer et introduire Abiko qui lui est lié, et à côté de ça, il va introduire Goa, Toshiro, Sumeyaki, ou encore Taiki et Mekawa. Encore une fois, c'est beaucoup de personnages qui sont en plus introduits en très peu de temps. Genre les personnages que j'ai cités, ils sont presque tous introduits en 2 chapitres. Rien que le chapitre 41 introduit 9 personnages nommés. À force, on s'y perd un peu et on atteint un point où ces personnages semblent juste hors sujet au récit. Prenez Abiko, une mangaka rendue orgueilleuse par son succès, protectrice de ses œuvres qu'elle ne veut pas voir dénaturées par un processus d'échange entre différentes parties d'adaptation. Le design est sympa, et ce qu'elle raconte est super intéressant. Mais dans le fond, à quoi elle sert pour l'intrigue d'Oshinoko ? D'accord, elle développe l'aspect monde du spectacle avec un côté adaptation et manga. Elle porte des propos intéressants sur la gestion d'une adaptation, sur l'amour d'un auteur pour ses créations. Mais ça ne sert en rien l'œuvre, surtout qu'Akasaka amène un conflit où elle est directement présentée comme antagoniste. Mais c'est un conflit où on est censé apparemment comprendre les deux parties, mais on ne peut pas le faire pour Abiko parce qu'elle n'est jamais présentée sous un bon jour. Alors que pourtant son point de vue se tient. Ça développe d'un point de vue horizontal le lore, il s'étend. Certes, mais il ne prend pas en profondeur et le temps passé sur Abiko aurait pu être utilisé pour justement développer d'autres personnages. D'ailleurs, je vous prends quelques secondes de votre temps pour vous demander de laisser un like, de booster cette vidéo et de vous abonner si mon travail vous plaît. Désolé si ma voix sonne un peu bizarre, je sors d'une grippe vraiment vénère qui m'a occupé une bonne partie de janvier, mais bon, c'est réglé, les vidéos vont reprendre et une grosse vidéo annonce sortira d'ailleurs dans quelques jours. Quand je dis que le temps alloué à Abiko aurait pu être mieux utilisé, c'est dans le sens où la série aurait pu prendre ce qui était déjà en place pour le développer. Ce
qui commence déjà à être fait, mais c'est vraiment trop léger. Par exemple, l'œuvre commence à nous parler des différentes techniques de jeu d'acting, et ce qu'on dit dessus est intéressant, ça continue d'approfondir certains personnages, et même c'est en lien avec comment Oshinoko traite le monde du spectacle. Mais c'est pas non plus parfait. On pourrait parler du choix d'attendre le 5e arc sur 11 pour commencer à parler de cet aspect de l'œuvre, qui est pourtant incroyablement important dans l'industrie qu'Oshinoko veut représenter, et cette interrogation devient d'autant plus grande quand on a eu juste avant un arc sur une télé-réalité, un autre sur une série, et que jouer un rôle, c'est même un propre de la réincarnation des jumeaux. Mais aussi on reste sur quelque chose d'assez léger par rapport à d'autres points de l'industrie du spectacle, et même sur un point qui est presque exclusif à Tokyo Blade et qui ne sera réabordé que très tard dans Oshinoko, à l'arc du film. Ok, c'était la meilleure occasion pour commencer à traiter ce sujet, parce qu'on était sur un arc sur une pièce de théâtre, un arc qui montre une représentation sur 10 chapitres, donc ça laisse un trou narratif qu'il fallait combler. Mais quand même, je continue de penser que cette thématique aurait pu être abordée bien avant, surtout encore une fois avec le concept de la réincarnation. Et en vrai, même quand Oshinoko parle d'acting, certains choix de narration et de description semblent assez étranges. Quand l'œuvre compare le jeu d'Akane et de Kana, il amène l'idée que Kana serait plus passionné qu'Akane. Sauf que ça a l'air d'aller complètement à contre-courant de ce qu'on nous dit. Depuis son introduction, on nous vend Akane comme un personnage presque obsessionnel dans sa passion pour l'acting, et on en a vu directement le résultat avec comment elle interprète Ai. Donc nous sortir que Kana est plus passionné par le jeu, je suis désolé, ça ne passe pas. Que Kana s'impose plus naturellement dans un casting, qu'elle arrive à mieux jouer avec les considérations techniques, voire à mieux gérer les imprévus et les improvisations, qui sont plus compliquées à traiter au théâtre qu'au cinéma. Je veux bien, et serait en plus bien plus collé avec ce que raconte le jeu de Kana actuellement, une actrice extrêmement talentueuse, mais forcée de se brider et de porter attention à ce qui l'entoure. On aura l'occasion d'y revenir, notamment lorsque je vais parler des yeux étoilés, mais Akasaka ne traite jamais l'acting directement comme un point principal, et c'est dommage quand les rares moments dédiés à ce domaine sont vraiment réussis et en symbiose avec les personnages concernés, en dehors de ce point sur l'acting de Kana. On a le personnage de Kana sur Tokyo Blade avec son conflit autour de son jeu d'acteur, et même, simplement, le personnage de Melt qui se développe lentement par rapport à l'acting. Un mannequin devenu acteur grâce à sa popularité et qu'on nous introduit comme étant extrêmement mauvais, mais qui va progresser au point de réussir à émouvoir l'autrice chez qui il ne créait précédemment que du mépris. C'est beau putain, c'est réussi, et s'il y a un point sur lequel Oshinoko brille de plus en plus, c'est justement ses personnages. Le choix d'une pièce de théâtre devient ici encore plus pertinent, puisqu'il va permettre de se concentrer sur le développement des personnages, grâce à la structure de l'arc qui va leur laisser beaucoup de place pour briller, s'exprimer et se développer en interagissant, dans une pure tradition Akasaka, avec un aspect relationnel qui devient vraiment important et le cœur de l'œuvre à ce moment-là. Et ça fonctionne parfaitement, surtout en faisant évoluer le cœur des relations de Shinoko, le carré entre Aqua, Ruby, Akane et Kana, qui devient un triangle, Ruby étant mise de côté. Mais alors ce triangle prend tellement en consistance qu'il en devient juste passionnant à suivre. Akasaka lie proprement Akane et Kana en nous sortant une antipathie mutuelle qui devient durant cet arc une rivalité presque obsessionnelle qui remonte jusqu'à l'enfance. Ça va permettre de vraiment créer un lien et une vraie opposition naturelle entre les deux, alors qu'avant ils n'étaient opposés que par et pour Aqua. Pour Kana Aqua, les personnages sont mutuellement approfondis par le jeu et surtout en retravaillant leurs racines, ce qui renvoie à l'origine de leur relation, les deux s'étant rencontrés enfants. Tout ça fait évoluer Kana et termine une étape importante de son développement puisqu'elle renoue avec son jeu original, quand la psychologie d'Aqua va commencer à lentement ramener sur le devant de la scène la vengeance. Et enfin Aqua Akane et leur relation factice qui devient progressivement de plus en plus ancrée dans le réel, en continuité de ce que faisait la télé-réalité. Les relations sont tellement normales, tellement bien écrites et les personnages interagissent tellement bien que t'en oublies presque l'aspect très intéressé de la romance à la base et que tu prends presque plaisir à la suivre. Mine de rien, c'est assez fort de la part d'Akasaka. Ce triangle porte tout simplement l'aspect relationnel d'Oshinoko et il va garder cette importance durant un long moment, comme en témoignent les nombreuses guerres de ship dans la communauté entre les fans de Kana et d'Akane. Akasaka, lui, joue avec les deux résultats et quand Kana ou Akane a un développement qui la rapproche d'Aqua, il faut généralement pas attendre longtemps avant que l'autre l'ait aussi. La relation Kana-Aqua suit un chemin assez classique, de personnages qui se tournent autour avec des codes qu'on pourrait rapprocher du slow burn, de personnes qui se connaissent très tôt dans l'histoire mais qui vont lentement devenir amoureuses l'une de l'autre. À côté de ça, la relation Akane-Aqua démarre à l'inverse, théoriquement par une pseudo-fin, puisque les personnages sont en couple presque immédiatement et ils seront donc développés rétroactivement. Et c'est génial, Akasaka est un auteur qui excelle par l'écriture de personnages, on est en plein dedans, et Mengo appuie ce triangle et son point narratif avec son dessin. Durant la première de Tokyo Blade, elle va commencer à vraiment utiliser une technique de dessin pour représenter le jeu, la performance, tout en suggérant une mise en avant par la lumière qui consiste à essayer d'éclaircir et de brouiller les traits noirs et gris qui composent chaque personnage en y appliquant une trame. Le meilleur exemple, c'est le chapitre 63 et l'utilisation de la technique sur Kana, qui incarne un énorme moment de joie et de libération chez elle. La méthode
graphique de Mengo appuyant sa transformation émotionnelle et sa reconnexion avec son jeu d'enfant. L'anime transforme cette lumière en un effet de peinture, presque d'aquarelle, avec des particules qui apparaissent à ce moment-là. Cette lumière incarne chez Kana la libération de l'enfant qui était en elle. Le moment d'Aqua avec ce moment incarne lui aussi l'enfance, et l'anime applique là aussi un effet, mais un effet plus proche de la première apparition de son étoile sombre. On est sur un énième retour à la Mordai et à la plaque tournante que ça représente dans son histoire. Et enfin Akane, où l'anime n'ajoute aucun effet, non pas pour diluer la scène et son effet, mais pour relativiser le rapport qu'Akane a ici à son enfance. Son but n'est pas d'y revenir et de la libérer, mais de l'utiliser, d'en accomplir le rêve vis-à-vis de Kana. Ce triangle peut être vu autant comme le pseudo-triangle amoureux qu'il promet de devenir, mais aussi comme un triangle de rapport à l'enfance, ce qui lui ajoute de la profondeur, de l'intérêt, bref, qui continue d'en faire le cœur de l'aspect relationnel d'Oshinoko. Et ça rend d'autant plus dommage de voir qu'en dehors des personnages principaux, le niveau est très inégal. Le plus problématique, c'est certains personnages qui gardent un rôle secondaire alors qu'ils auraient pu, voire même dû être bien plus. Même Sho, via son petit flashback et même sa personnalité, aurait été un personnage qu'on aurait pris bien plus de plaisir à suivre si elle avait un rôle plus important autre que juste débloquer les problèmes des Bekomachi. Mais le plus gros touriste du lot, c'est sans aucun doute Taiki. Le mec, c'est littéralement le demi-frère d'Aqua et Ruby. Il peut être super impliqué dans l'enquête et Akasaka n'en fait absolument rien. Ce personnage est juste gâché parce que Akasaka continue à traiter la vengeance de la même manière au moment où Oshinoko devait vraiment commencer à prendre en consistance. Il continue à traiter ça comme un but très lointain, comme une motivation qu'on verra dans un long moment. La motivation d'Aqua et même simplement le rôle de la vengeance, littéralement, c'est ça. Aqua, donne-moi la trousse. Pas envie. Donne-lui la trousse, il y a des indices sur le tueur qui sont dedans. D'accord. Et ok, la structure était imparfaite, mais elle permettait aussi de mettre en place ce qui était nécessaire à l'avenir, avec la promesse de personnages simplement utilisés sur le moment, mais qui pouvaient être développés après, à la manière de ce que Melt ou Yoriko étaient sur Tokyo Blade. Mais Akasaka va directement remettre la vengeance en avant dès la fin de Tokyo Blade, d'abord en la remettant en question avec la fin de celle d'Aqua, puis en faisant un point important du 6ème arc vie privée, sur lequel je vais passer assez vite, principalement parce qu'il se centre bien plus sur les Bekomachi, et donc sur Ruby, et que jusque-là, Ruby est bien moins intéressante qu'Aqua. Donc cet arc sert non seulement à faire avancer l'intrigue des Bekomachi, mais aussi à amener plus de profondeur à une Ruby qui en manquait cruellement. Et comment est-ce que Akasaka fait ça? En lui faisant trouver le corps de Goro, donc en la reconnectant à Sarina comme Goro était connecté à Aqua, mais aussi en l'alliant au changement qu'Akasaka amène à la vengeance, puisqu'elle en devient la vraie protagoniste. On aura l'occasion de discuter de ce choix et de ses conséquences, mais à l'instant T, c'était une excellente idée. Pour Aqua, l'abandon de la vengeance permet de lui donner un peu plus de relief, car là, elle n'utilisait que pour et à travers ça, on commençait à se retrouver avec un émo de merde qui te sort des phrases faussement philosophiques. Donc, faire en sorte qu'il se calme et qu'il vive pour lui, va non seulement permettre de le développer lui dans un autre aspect, mais de développer plus sereinement le triangle entre Akane, Kana et lui, qui prenait de plus en plus d'importance et qui jusque-là n'était pour Aqua que des raisons d'intérêt. Mais celle qui ressort gagnante de ce choix, c'est très clairement Ruby. Jusque-là, c'était de loin le perso principal le moins intéressant. Elle avait rien à raconter sur l'industrie et elle était sur la touche de l'intrigue de la vengeance. Donc c'était un peu Ruby la stagiaire de 3ème. Prendre un peu de temps pour remettre Ruby en avant et briser cette situation, c'est une bonne idée. Et ça s'arrête pas à ça parce que la réincarnation est aussi remise en avant par la découverte du cadavre de Goro, par les petits flashbacks de Goro et Sarina, mais aussi l'introduction de Tsukuyomi. À ce moment-là, Akasaka met de côté Aqua qui a son microcosme pour vraiment se focus sur Ruby, ce qui est une excellente idée. Et là où cet arc fonctionne en plus de ça très bien, c'est sur sa tension, puisqu'il est le premier à vraiment en mettre une tout du long, graduellement. Jusque là, Oshinoko gérait sa tension par pic sur certains passages très précis. Akasaka installe ici une tension qui s'installe au moment où Miyazaki est mentionné et qui va monter graduellement jusqu'à la découverte du cadavre de Goro. Mieux gérer la tension et remettre la vengeance en avant et au centre du récit, ça peut aussi à terme permettre d'éliminer un gros problème d'Oshinoko, une impression de hors-sujet par moment. Par exemple, Tokyo Blade, deuxième arc le plus long du manga, mais qui fait vraiment pas du tout avancer l'intrigue de la vengeance en dehors de quelques chapitres très précis. Vraiment, à l'instant T, ce que fait Akasaka avec ce choix, c'est une excellente idée. Ça promet plein de promesses et en plus de ça, ça peut éliminer les soucis qu'avait l'œuvre à ce moment-là. Mais bon, maintenant, faut voir ce que ces promesses deviennent. Et spoiler alerte, c'est là que la peinture va commencer à s'effriter.
On arrive à ce que l'anime n'a pas encore entièrement adapté et qui va commencer par une ellipse de 6 mois, histoire de marquer le début de la deuxième moitié de la série en faisant un tour d'horizon du casting. Les Bekomachi ont décollé, Ruby est devenue leur tête d'affiche alors qu'elle était jusque-là globalement en retrait. Akane va elle continuer son excellente dynamique quand Aqua est devenu un acteur polyvalent, en étant notamment l'une des vedettes de l'émission Les Fins Limiers mènent l'enquête. Émission que Ruby va finir par rejoindre en tant que reporter, tout en étant formée dans l'ombre par Ichigo, à qui elle va essayer d'arracher des informations sur son père. Mais Aqua va par la suite découvrir que leur père est en réalité en vie, ce qui va le ramener dans la vengeance, pendant que Kana va se retrouver piégé par un paparazzi, situation qui va à terme amener une première grosse révélation. Vous vous rappelez de ce que j'ai dit sur la mise en avant de la vengeance qui devait permettre le changement de structure de l'œuvre et ainsi éviter les impressions de hors-sujet qui avaient presque abîmé Tokyo Blade? Et bah vous foutez tout ça à la poubelle parce que l'arc qui est juste après celui à Miyazaki retombe exactement dans ce problème et semble presque encore plus hors sujet que Tokyo Blade ne le semblait. Cet arc parle de cosplay, de gestion de droits d'auteur, de construction d'une émission, de bad buzz, c'est bien, mais J'en ai rien à foutre. Voilà. on vient de passer un arc à remettre en avant la vengeance, à prioriser cet aspect de Shinoko, à montrer que c'est censé être son cœur. Et on dégage tout ça pour repartir sur un arc qui semble encore moins concerné par ça que Tokyo Blade. Il y a des passages qui sont cool, certaines choses qui sont abordées sont intéressantes, et il y a quelques idées qui sont vraiment sympas. Par exemple, le petit passage sur le VTubing avec des avatars qui ont l'air dessinés par Akasaka plutôt que Mengo. C'est cool, mais on en a rien à foutre. Et l'impression de hors-sujet est encore plus présente qu'à Tokyo Blade, parce que Tokyo Blade puisait dans des personnages qu'on avait avant, qui étaient intéressants et qui avaient du potentiel, pour ensuite les ramener et les développer. Et c'est un truc que ne fait pas cet arc. Il introduit beaucoup de personnages, et dans ceux qu'il ramène, bah il y a juste Minami, qui est un personnage presque tertiaire. Donc oui, ça semble hors sujet, et dans les faits, ça l'est presque. Akasaka semble avoir traité l'arc vie privée comme une remise à plat, plutôt que comme l'évolution que ça aurait dû être. Surtout par rapport à la vengeance et l'emballement de cette intrigue qui nous semblait promis. Vous vous rendez compte qu'en à peine 10 chapitres, on passe de cette planche de fou qui est l'apothéose d'une tension qui montait petit à petit et qui promettait un emballement de dingue, à une émission sur le cosplay. Le problème, c'est pas tant qu'on change de thématique et de domaine, parce que c'est quelque chose qui a été fait avant. Le souci, c'est que tout le build-up qu'on a eu, toute la tension, sont complètement vaporisés. Et certains me diront que c'est pas grave Mano, le prologue le faisait aussi. Sauf que non, le prologue installait cette quête, donc un rythme narratif qui se calme et une tension qui baisse était bien plus acceptable. Et surtout, l'ellipse était de plus de 10 ans, pas de 6 mois, ce qui aidait à rendre ce retour à la normale plus acceptable. Là, c'est beaucoup trop brut, et ça fait qu'on n'adhère pas directement à cet arc alors qu'individuellement, il reste vraiment cool. Et c'est sans parler de certains choix qui me semblent juste mauvais. Par exemple, la transition de la vengeance d'Aqua à Ruby n'a servi absolument à rien. Bon, je suis mauvaise langue, ça développe un peu Ruby, et c'est bien, mais c'est tout. Tu prends l'œuvre à la fin du tournage de Popin 2, et au moment où Aqua découvre l'existence de son vrai père, rien n'a changé, alors qu'il y a presque 20 chapitres entre les deux. Et c'est con, parce que une fois Aqua revenu, ça va aller beaucoup plus vite. Aqua n'a même pas le temps de digérer la révélation sur son père, qui commence une crise de panique avec des allégories de sa culpabilité de son traumatisme, puis en fait non, intervention de Kana qui va repousser involontairement, puis attention, engueulade avec Akane, puis en fait en parallèle Akasaka nous introduit masse d'informations sur le père des jumeaux, dont son nom, son apparence passée et un parcours dans le monde du spectacle. Et il fait ça en une 50aine de pages, alors que juste avant, il y a eu presque 10 fois plus de contenu pour presque 10 fois moins d'avancées. Le problème il est là, aller vite dans des révélations, c'est pas une mauvaise chose, et même ça peut donner un truc très cool. Le souci c'est qu'on enchaîne des moments de calme absolu, où on a presque l'impression de faire des quêtes secondaires, avec des moments où ce qui est censé être la priorité est expédié en 2 minutes sans nous laisser le temps de digérer. Et mine de rien ça fait beaucoup de petits problèmes. La tension qui en 2 secondes fait haut, bas, la vengeance utilisée à la fois comme carotte lointaine et comme pièce essentielle à court terme, un aspect documentaire qui a l'air essentiel et si secondaire qu'on dirait des quêtes annexes par moment, et tous ces problèmes trouvent leur origine dans un seul point, le choix. Ou plutôt le non-choix. Akasaka n'a pas su choisir entre les deux Oshinoko qu'il a créés, l'Oshinoko documentaire et l'Oshinoko d'enquête. Et c'est même pire qu'un Horikoshi qui lui aussi galéré à aller dans une direction. Allez voir ma vidéo sur MHA. Le problème d'Akasaka, c'est qu'il fait les mauvais choix, surtout sur les 4 tomes entre la fin de Tokyo Blade et la fin de l'arc qui suit celui des quêtes secondaires. On commence à laisser penser que la vengeance va devenir secondaire ou en tout cas absente à un certain moment. En fait, non. On la ramène directement à l'arc d'après. Ah bah du coup, on va se focaliser un long moment sur la vengeance, avoir des aventures
avancées significatives. En fait, non. On repart sur un arc full documentaire avec un focus sur une émission de TV. En fait, non. Après, on repart sur la vengeance et on fait plus d'avancées en 3 chapitres que sur les 15 précédents. Vous le voyez le problème, on n'a pas le temps de pleinement creuser et avancer un côté et une thématique qu'on passe à autre chose. On se retrouve à intercroiser les côtés enquête et documentaire alors qu'il aurait très clairement dû prioriser l'un puis l'autre, un peu comme Bakuman. On est là aussi sur une œuvre documentaire, sur le manga et non l'industrie du showbiz en général, et avec un autre aspect plus narratif pour lier le tout, avec pour Bakuman une romance. Et contrairement à Oshinoko, Bakuman se focalise avant tout sur son aspect documentaire, avant de progressivement laisser de plus en plus de place à ses romances et des arcs cherchant non pas à présenter un monde de manga idéalisé, mais à raconter une histoire. Et ça fonctionne bien mieux et t'as pas du tout l'impression que les deux aspects se parasitent. Ce que fait Oshinoko. Le problème, c'est qu'on sent vraiment cette hésitation d'un manga qui a deux voies possibles. Celle de l'Oshinoko documentaire, qui se serait concentré sur les carrières d'Aqua et Ruby dès le départ, et l'Oshinoko d'enquête, qui aurait lui favorisé dès le départ la quête des Oshino, la vengeance de la mort d'Ai, quitte à juste utiliser le monde du showbiz. Et à force de ne pas choisir, on se contente de passer de l'un à l'autre dès que possible, pendant qu'Akasaka essaye de tout faire avancer un peu en même temps pour avoir un truc à peu près homogène. Sauf qu'au début ça fonctionnait parce qu'on se contentait juste d'introduire sans tout traiter en profondeur. Et quand tu n'as que ça à faire, tout mettre au même niveau c'est facile, et en plus de ça c'est un autre point où Akasaka est très bon. Mais au bout d'un moment, quand faut commencer à vraiment y aller en profondeur, à vraiment traiter certains thèmes, certains sujets, voire même à conclure certains arcs narratifs, bah l'alternance comme ça elle passe plus. Surtout que la conclusion c'est un point où Akasaka a vraiment du mal. Et ce qui rend mes critiques encore plus frustrantes, c'est qu'il y a certains points précis où ça fonctionne. Ce fameux arc scandale où pour la première fois, les deux aspects d'Oshinoko semblent être vraiment en symbiose. Parce que contrairement à Tokyo Blade et au Fin Limier, on nous présente un aspect de l'industrie du spectacle 100% négatif qui impacte directement un protagoniste. Avec le recul, c'est un peu un point qui manquait au chapitre 25. On ne connaissait pas suffisamment Akane pour qu'on soit directement, intégralement sous l'ampleur de ce que racontait le chapitre. Et au final, cet événement ne s'insérait pas directement dans l'intrigue d'Oshinoko, autrement que comme véritable introduction d'Akane. Et ça, c'était avant qu'elle ne découvre son super pouvoir de Wikipédia Akane. Sauf que là, avec une Kana qui est dans la merde jusqu'à la page d'accueil de Voici, on est directement plus concerné, parce qu'on la connaît depuis plus de 10 tomes, et surtout que ce scandale en construction peut toucher une grande partie des personnages, et on nous montre comment, et que cette fois, c'est des personnages qu'on connaît presque intégralement tous. Tout ça fait qu'on est naturellement plus investi que dans les débats sur Tokyo Blade, où on était entouré de personnages inédits, souvent unidimensionnels. Là, ce n'est pas le cas, et ça aide vraiment à rendre ce scandale d'autant plus important pour le lecteur. Cet arc se repose bien plus sur les personnages et leurs relations, au point de condenser le gros des infos sur les tabloïds dans une double page presque comique par sa construction et son aspect complètement déconnecté. Puis arrive la révélation. Ai est la mère des jumeaux Oshino. Dès le départ, on était sur une révélation qui allait arriver, donc la question n'était pas de savoir pourquoi ça a été révélé, que comment ça l'a été. Et en vrai, c'est plutôt bien fait. Le motif amené fonctionne, le fait que ça soit Aqua directement qui vende la mèche soit d'autant plus impactant, là on aurait pu se dire que le père aurait pu être à l'origine de ça. Ici ça crée un début d'antagonisme entre lui et Ruby, et bon, je m'avance un peu, mais sur ça n'ayez vraiment pas trop d'espoir, ça va pas servir à grand chose. Limite la relation qui est le plus impactée par la révélation, c'est celle entre Aqua et Kana, et en plus de ça, cette révélation ramène directement Ai sur le devant de la scène, ce qui est idéal pour préparer la dernière ligne droite, alors qu'au même moment, Hikaru Kamiki, père des jumeaux, commence à agir. Et là on arrive au film, le dernier gros arc d'Oshinoko, censé absolument tout conclure, ou en tout cas préparer la conclusion. La vengeance d'Ai qui prendra la forme d'un documentaire, et qui préparera la confrontation entre Kamiki et Aqua, tout en levant les dernières zones d'ombre sur le parcours et la mort d'Ai, mais aussi en essayant de chercher une fin de parcours au reste du casting. Cette quête narrative va d'ailleurs s'étendre au-delà de l'arc du film, puisque deux autres arcs vont occuper la deuxième moitié de l'avant-dernier tome et le dernier, histoire de vraiment tout conclure. Bon, quand je dis conclure, c'est un bien grand mot parce qu'il reste encore un gros quart de l'œuvre, que l'arc du film c'est le plus long arc du manga, et qu'encore après il y a encore 10 bons gros chapitres à traiter aussi. Ce qui n'empêche pas cet arc de très bien commencer sa conclusion. Introduire réellement le fameux antagoniste, le père des jumeaux Hikaru Kamiki, au début de cet arc du film en le faisant tuer une actrice populaire, c'est une idée qui fonctionne parfaitement. Ça introduit très bien le personnage et ça le pose vraiment comme menace. D'ailleurs, faut noter que l'animé avant
avant ce passage pour l'intercaler à la fin de la saison 2, soit juste après le tournage de Popin 2. Et c'est un move qui peut se comprendre, au point où je trouve que les deux propositions fonctionnent aussi bien l'une que l'autre. On peut aussi noter que l'actrice qui est tuée a les yeux étoilés, et bon, j'imagine qu'il faut en parler. C'est un point essentiel du chara-design d'Oshinoko qui est présent un peu partout et notamment chez ces trois personnages les plus reconnaissables. J'ai mis un moment avant de vraiment comprendre le sens qu'il pouvait avoir, et encore aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une seule réponse, mais Kakasaka s'est servi de ça pour réunir plusieurs points assez distants sous une seule thématique, le fameux mensonge. Les yeux étoilés d'Oshinoko incarnent plusieurs choses liées à ce mensonge, et c'est même enrichi par les différents types d'yeux, parce qu'il y a les étoiles lumineuses et les étoiles sombres, et leur placement dans un seul œil ou deux. La première facette qu'incarnent ces yeux, c'est ce que je vais appeler le mensonge par le jeu, qu'on voit surtout chez Akane et Yura, qui est l'actrice qui est butée par Kamiki. Chez elle, les étoiles signifient la capacité à mentir sur leur identité même, à entrer pleinement dans un personnage. C'est quelque chose qui est sous-entendu par le statut d'actrice accomplie de Yura, mais on le voit plusieurs fois chez Akane tout au long du manga, principalement lorsqu'elle imite Ai, mais aussi par son interprétation de Sayahime, montrant que non, les étoiles d'Akane ne sont pas liées à son rôle d'Ai, mais représentent sa plongée parfaite dans ses différents rôles. On peut opposer ça à Kana, qui ne présente jamais d'œil étoilé tout au long de l'œuvre, justement à cause de son jeu d'acteur. Contrairement à Akane, Kana ne s'immerge jamais intégralement dans son personnage et reste consciente de ce qui l'entoure en tant qu'actrice, tout en brillant par elle-même. Comparez-la à un acteur qui brille par son nom et sa prestance naturelle, telle une Keanu Reeves rousse japonaise, là où Akane s'oublie derrière son rôle, son histoire et les émotions qu'elle veut transmettre, comme une Shelley Duval aux cheveux bleus qui boudent. Cette idée d'acting est aussi présente chez les Oshino, principalement Ai, chez qui on appuie tout au long du manga le rôle parfait qu'elle joue, en oubliant tout ce qu'elle est réellement, de ses goûts à ses sentiments, derrière une pile de masques sociaux et utilitaires. On pourrait voir dans la présence d'une seule étoile chez Aqua et Ruby un mensonge vers leur réincarnation qu'ils doivent cacher. Ils doivent jouer le rôle d'Aqua et Ruby coûte que coûte. Et cette unique étoile pourrait symboliser une part de vérité dans ce mensonge, puisque plus l'œuvre avance, plus on va nous montrer qu'Aqua est au final autant Aqua que Goro, et que lorsqu'il abandonne temporairement ce qui motivait ce dernier, son étoile disparaît. Mais l'idée peut aussi être retournée, et on se dit que chez les 4 Oshino, qui sont naturellement habilités à mentir, les étoiles représentent une faille et un miroir vers leur vrai état d'esprit, puisque d'après tout, les yeux sont le miroir de l'âme. C'est pour ça qu'ils sont les seuls à avoir des étoiles sombres à certains moments, lorsque le mensonge qu'ils portent et utilisent n'est pas censé bénéficier à autrui, mais directement à eux. C'est lorsqu'ils pensent à leur vengeance et donc à leur satisfaction unique qu'Aqua et Ruby portent des étoiles sombres. C'est lorsqu'Ai parle d'elle-même qu'elle porte des étoiles sombres. Et pour Kamiki, obnubilée par une partie de son passé, ces étoiles sombres restent éternellement. Mais il y a aussi une dernière réponse introduite en toute fin d'œuvre. Les étoiles symboliseraient la capacité de pouvoir prendre les gens par les sentiments et donc de les manipuler pour les enfoncer dans un mensonge. Et là où Ai et Ruby font ça à travers leurs chansons, leur amour factice et donc dans la fiction et l'espoir qu'elles vendent au public, avec une représentation au final positive mais hypocrite et mensongère, Kamiki et Aqua se servent de ça pour jouer avec les sentiments d'autrui afin de suivre leurs propres intérêts dans une vision négative mais au final honnête. Le quatuor Oshino, dernier schéma relationnel encore en place maintenant que celui entre Aqua, Akane et Kana est brisé, est la grande réussite de la dernière partie de l'œuvre, non pas forcément via les personnages en eux-mêmes, car j'ai à redire, mais à travers leurs relations et surtout celle entre Ai et Kamiki. On est sur une relation qui paraît extrêmement malsaine parce qu'elle est conçue ainsi et qu'on nous montre deux êtres humains particulièrement meurtris par le monde et qui ont fini par devenir profondément dysfonctionnels. C'est sur ce point que le showbiz est à son pire dans Oshinoko, en parlant ouvertement de violences sexuelles, surtout de violences faites à des enfants. Le passé de Kamiki est très cru et glace presque le sang, et la relation qu'il essaye de bâtir derrière avec Ai est d'autant plus malsaine. Les deux ont tellement été massacrés par la vie qu'ils ne savent tout simplement pas aimer, et le pire, c'est que lorsque Kamiki commence à comprendre ce qui se construit entre lui et Ai et que ses démons finissent par le rattraper, c'est Ai qui va elle-même, involontairement, tuer cette relation. Cette relation était vraiment très bien écrite au vu de la noirceur qu'elle laisse transparaître. Et c'est un point qui manquait grandement à l'ensemble des relations d'Oshinoko, qui auraient pourtant mérité la même noirceur que cette relation entre Kamiki et Ai. Et c'est dommage, parce qu'on se retrouve avec des romances
écrite à la Akasaka, et donc à la Kaguya-sama, alors que ça fonctionne pas. Akasaka, quand il écrit une romance, il cherche à rendre leur déroulé intéressant, et ça marche dans un Kaguya-sama qui est une comédie romantique et qui a un rythme lent. Mais ça marche pas dans Oshinoko, surtout quand dès le départ les romances sont intéressées. Je rappelle que Aqua au début ne se rapproche de Kana et d'Akane que pour à terme se rapprocher de Kamiki. Et c'est pour ça que j'ai parlé du triangle Aqua, Kana, Akane lorsqu'il touchait à autre chose que la tension amoureuse, et donc le jeu dans Tokyo Blade, parce que les romances ne semblent à aucun moment honnêtes et même simplement fonctionnelles. Tout fait horriblement artificiel. Et donc voir ce truc très oh là là, je suis amoureuse, mon cœur bat, les grands monologues que peuvent faire Kana ou Akane, ça fait giga artificiel. Et quand Akasaka dit après en interview que l'amour le plus fort c'est celui entre Aqua et Akane, Pas vrai, mensonge! il aurait fallu laisser Mengo écrire les romances d'Oshinoko plutôt qu'Akasaka. Yokoyari Mengo, c'est une mangaka qui est spécialisée dans les romances plus noires, plus crues, plus adultes, dans tous les sens du terme. No Control, Scum's Wish, Retort Pouch, elle sait y faire. Bon, après, peut-être qu'elle a participé à l'écriture des romances d'Oshinoko, ou qu'elle a eu un minima un droit de regard, je sais pas, mais j'ai du mal à y croire vu comment les romances sont très marqué à Akasaka. Même si bon, en vrai, j'abuse, parce qu'il y a une romance qui sent bon les goûts de Mengo, et comme par hasard, c'est la relation la plus problématique d'Oshinoko. La relation entre Aqua et Ruby. Je pense même pas avoir besoin de préciser le bon goût ou non d'une relation entre un frère et une sœur qui était dans une vie précédente un médecin trentenaire et une patiente de moins de 15 ans. Et même s'il y a l'argument du « oui, mais l'âme de Sarina elle a vieilli dans le corps de Ruby entre-temps, donc elle a 30 ans, nanani nananer ». Non, elle se comporte en aucun cas comme une personne de 30 ans. Et quand à côté de ça, elle se rapporte continuellement à la Sarina de l'époque, ça n'enlève en rien l'arrière-goût très étrange que tu as dans la bouche durant tout le moment où l'œuvre pousse un tant soit peu ce couple. Au point, ils vont même s'embrasser durant le tournage du film et avoir quelques scènes où tu sens qu'ils sont vraiment très proches. Il y a une guerre de ship entre le Aqua Akane et le Aqua Kana pour qu'au final, la relation qui monte deux personnes vraiment super proches et même presque intimes, ça soit cette putain de relation incestueuse. Mais ça fait qu'au final, Akasaka, il a gardé le volant sur les relations qui auraient pu bénéficier de l'expérience de Mengo, tout ça pour la laisser s'exciter comme une débile sur la relation qu'il ne fallait pas toucher, car elle pourrait devenir problématique. Et le pire, c'est que même dans cette espèce de relation presque putride, on voit ce qu'aurait pu donner des relations à la Mengo, plus terre à terre, avec des personnages se perdant moins dans des mièvreries et des monologues sur leurs sentiments, mais qui s'ouvrent réellement en montrant à quel point ils ont été par le passé blessés, voire brisés. L'approche d'Akasaka ne pouvait pas marcher pour une œuvre qui essaye d'être mine de rien assez sombre. Un tel optimisme n'a pas sa place dans Oshinoko. Je me serais senti bien plus investi dans les romances d'Oshinoko si par exemple Kana parlait bien plus de ses erreurs passées sans forcément les passer sous le tapis immédiatement. Si Akane nous en disait plus sur la pression qu'elle subissait au quotidien. Parce qu'au final, Akane elle fait tranquille, c'est bon, j'ai été harcelée une fois, maintenant il y a de gains, je suis la plus forte, viens mon gâté, on va au vélodrome. Et si le but d'Akasaka avec son optimisme était de montrer que malgré tout du bon existait partout, avec un personnage comme Aqua qui est dès le départ montré comme super manipulateur, bah c'est juste raté. Surtout quand à côté, le niveau des deux, il est juste critique depuis Tokyo Blade. Kana, elle évolue uniquement pour son rapport à Aqua au point où ça devient fatigant, et l'autre, c'est devenu Wikipédia Kane. Littéralement, je ne sers qu'à faire avancer l'œuvre et le scénario. La gestion du casting sur cet arc film me laisse vraiment super perplexe, dans le sens où tu sens qu'Akasaka a essayé de justifier l'introduction passée de plein de personnages en en ramenant certains et en essayant désespérément de les utiliser. Par exemple, l'arc du film se passe, et d'un coup, ils ramènent les deux mangaka. Et elles vont juste servir à faire quelques gags et à réécrire deux bouts du film. Et en plus de ça, ils continuent à introduire d'autres persos. Bon, en vrai, là, je suis mauvaise langue parce que c'est quasiment des persos qui ne servent que l'enquête. Mais aussi Marina, qui permet d'approfondir un peu plus Sarina. Bon, en dehors du nom qui est pas du tout recherché, Marina, c'est la mère de Sarina, bah faut bien dire que je ne m'attendais pas à ce que Sarina soit développée. Tout au long de l'œuvre, Ruby a été traitée comme un protagoniste très classique, qui a pas grand chose à raconter sur son passé, hormis un élément déclencheur qu'on devinait ici être la mort de Sarina. Donc introduire la mère de Sarina au moment où Ruby doit jouer sa mère, c'est brillant. Pareil pour le passé des Tendoji qu'on voit d'une version très noire du point de vue de Ruby Sarina, alors qu'il est juste clair que Marina a simplement essayé de gérer le deuil de son enfant et a essayé d'aller de l'avant. Le personnage arrive, fait ce qu'elle a à faire et après elle repart tranquillement. Et le problème, c'est qu'on peut pas en dire autant du reste. Tsukuyomi, avec ta teinture couleur coke de merde là, tu m'expliques à quoi tu
sers dans l'intrigue, espèce de gothique qui se la joue Okamarine Suzuki à 7 ans et demi, je ne comprends pas le projet de ce personnage. Alors que pourtant il y avait un truc à faire. Introduire un peu de mélancolie par rapport au passé de Goro et Sarina, c'est sympa, c'est cool, même si c'était déjà là avant, mais le reste, bah y a rien. Surtout que le perso est introduit au pire moment possible, pendant le retour à Miyazaki, et 2 chapitres avant la découverte du corps de Goro. Donc la gamine chelou qui parle avec des corbeaux et qui a des cheveux couleur Shaozu, on en a rien à branler, surtout qu'elle ne revient que pour servir de figurante bouche-trou pendant le film. Donc t'auras beau me sortir des liens rigolos comme oh là là, elle dit s'appeler Tsukuyomi, dieu japonais qui est le frère d'Amaterasu, déesse dont Ruby disait être la réincarnation. J'en ai toujours rien à branler. Et je sais pas si à la base devait y avoir d'autres projets, car on va le voir, mais la fin était très précipitée. Mais là, dans l'état, le personnage il sert juste de putain de bouche-trou. Ce perso arrive à être pire qu'une Frill qu'on introduisait en grande pompe au tout début pour qu'elle joue dans un film documentaire 120 chapitres plus tard. Ouais, on est arrivé au moment de l'intrigue où Frill sert enfin à un truc. Frill a un rôle dans le film, même plusieurs en vrai, parce qu'elle a un rôle dans le film documentaire, et elle a une importance significative dans le développement de Ruby qui amènera au passage de la révélation de réincarnation. Donc elle a un rôle dans l'avènement de Mengo qui a sniffé les cheveux de Tsukuyomi, mais c'est pas le sujet, parce que dans le lot, le personnage secondaire qui sort vraiment sublimé du tournage du film, c'est elle. Ça justifie toujours pas l'introduction grandiose qu'elle a eu au tout début, mais au moins t'arrives avec un personnage qui n'a que du positif à dire après l'arc du film. Ruby, vraiment, à quoi a servi l'arc des fins limiers? Parce que là, elle redevient presque la personne qu'elle était avant. L'idole un peu bébête, qui aime sa famille, son frère, tout ça. Allez, elle s'énerve un peu de temps en temps, mais c'est tout. Et ça justifie en rien de passer autant de temps sur ce perso. Là vraiment, plus j'y pense, plus j'ai l'impression que tout le passage des fins limiers ne servait que de remplissage. Et c'est vraiment dommage. Miyako, c'est moi le personnage a été giga retcon. Durant le prologue, on nous la vend comme une femme presque vénale qui change petit à petit au contact des jumeaux. Pour au final, là comme ça, nous dire que elle a été juste abîmée par le showbiz et que dès le départ, elle avait un cœur pur et qu'elle était vraiment impliquée dans Ichigo Productions. Non, ok, c'est un personnage secondaire qui sert un rôle extrêmement optimiste tout du long. Donc en soi, pourquoi pas. Mais faire de tels retcons de personnalité dans une enquête, Akasaka, tu commences vraiment à faire de la merde. Et c'est pas fini, parce que cette fameuse enquête, ces fameux mystères, ils sont juste giga mal branlé. On va commencer avec Kamiki qui clairement aurait dû se faire cramer, allez, maximum avant Tokyo Blade, pour une raison toute simple. Il est connu dans le monde du spectacle. Oui, mais Amano, on le savait ça, c'était dit dès le début. Effectivement, on savait qu'il faisait partie du monde du spectacle. Pas que c'était littéralement un clone d'Aqua. Il a les yeux bleus, il a les cheveux blonds, et en plus, ils ont quasiment la même coiffure. Ça doit être de famille. Dites-vous qu'ils font même une taille assez similaire, parce que Aqua fait 1m72, quand Hikaru fait 1m78. On est donc sur des copier-coller presque parfaits. Et vous allez me dire qu'il n'y a pas un seul clampin dans le monde du showbiz qui s'est dit que le mec qui ressemblait trait pour trait à Aqua et qui a quitté le monde du showbiz autour de la naissance des jumeaux Hoshino pourrait à tout hasard être lié à ces jumeaux? Surtout que Kamiki était membre de l'Alalai, qui a envoyé plusieurs de ses membres dans des projets où travaillait Aqua. Et personne s'est dit que, tiens, c'est bizarre, il ressemble quand même vachement à un ancien Chido, le petit Hoshino là. Surtout que leur comédienne star était en couple avec Aqua. Donc je pense que toute la troupe le connaît le mec. Et que le père de ce mec est visiblement pas si inconnu que ça parce que Wikipédia Canet, en 2 heures, elle te trouve plein d'informations. Même Ruby le croise, et même elle ne relève pas d'informations. Meuf, tu croises un mec qui ressemble trait pour trait à ton frère avec 15 ans de plus. Pose-toi au moins une question, s'il te plaît. Essaye d'avoir l'air concerné par ton scénario, parce que là c'est frappant. On voit que t'en as rien à branler. C'est pareil pour le lien du sang entre Ai et les jumeaux. Dans aucun monde, le mystère ne reste secret aussi longtemps. Ai, on nous la vend comme l'idole de sa génération, l'idole ultime. Limite, genre, c'est Messi qui s'est pris un coup de couteau au moment d'aller prendre son premier ballon d'or. Elle est si connue qu'on en parle apparemment souvent plus de 10 ans après sa mort, et que des gosses qui étaient à peine en primaire à sa mort connaissent son nom et son histoire. Et donc absolument personne n'a fait le lien entre cette idole légendaire et celle qui débarque environ 10 ans plus tard en relançant le groupe du même nom, les mêmes chansons, les mêmes chorégraphies, qui est représenté par la même agence dirigée par la même personne qu'à l'époque d'Ai et qui, en plus de ça, ressemble à Ai. Je rappelle que le producteur de Une vie plus douce sortait qu'Aqua ressemblait à Ai. Et pour Ruby, c'est un point qui sera aussi souligné tout au long de l'œuvre. Et c'est même d'autant plus frappant que pour Aqua parce que Ruby
est une femme, a la même gestuelle que sa mère et un caractère ressemblant, et que comme Aqua avec Kamiki, ils se coiffent presque de la même manière. Et donc, personne n'a fait le lien entre ces 4 personnages durant tout Oshinoko? Ça colle pas vraiment avec ce qu'on nous dit sur le monde du showbiz qu'on nous vend durant tout Oshinoko et surtout pendant l'arc Scandale, comme le milieu de vautour ultime où tout le monde voudrait presque tirer dans les pieds de tout le monde. Et là, personne fait le lien. Ou alors, on aurait juste creusé la possibilité pour freiner l'ascension des jumeaux. Et même sans vouloir freiner leur ascension, personne dans ce milieu assoiffé d'infos, de buzz, du moindre bruit, n'aurait juste utilisé la possibilité pour faire du chiffre dans un manga qui se veut documentaire, donc utiliser un monde identique au nôtre. On vit dans un monde où des médias se sont déjà fait attaquer parce qu'ils ont révélé des informations sur une prise d'otage qui a servi aux mecs qui faisaient les prises d'otages. Donc, si tu dis que c'est comme le monde réel, il y a forcément au moins un mec qui va essayer de le faire le lien. Surtout que les contrats d'Ai doivent bien exister sur internet. Contrat qu'elle a sûrement signé avec son nom complet, pas juste son pseudo d'idol. Donc, il y a sûrement quelque part sur l'internet d'Oshinoko un scan d'un bout de papier avec marqué « Je sous-signé Ai Yoshino, leader du groupe Bekomachi représenté par Strawberry Productions, a accepté ce contrat de sponsoring avec Oli, NordVPN ou je ne sais quoi. » Et suffisait que ce truc leak pour avoir la preuve ultime du lien entre Ai et les jumeaux. Pas forcément qu'ils sont mère et enfant, mais juste de la même famille. Encore une fois, c'est pas crédible, surtout quand à côté, on a Wikipédia Kane qui trouve suffisamment d'informations sur Ai pour l'imiter à la perfection en à peine quelques jours, voire heures de recherche, et qui trouve suffisamment d'infos sur Kamiki en max 3h30 pour pouvoir nous faire un joli petit exposé narratif. Donc, le délire d'Ai qui est prudente et quoi que ce soit, je veux bien l'entendre du point de vue des jumeaux, et l'astuce du code PIN et tout était honnêtement très bien trouvée pour justifier l'avancée très lente de l'enquête d'Aqua, mais dès qu'on prend un peu de hauteur, ça ne fonctionne pas. Surtout vu le nombre de contre-exemples qui existent. Quand je dis que c'est intéressant que ce soit Aqua qui révèle le lien entre lui et Ai, c'est parce que je m'attendais à ce que ce soit révélé par un antagoniste, voire Kamiki directement, vu le nombre de trous qu'il y avait ici et là. Et c'est pareil pour Kamiki. J'ai déjà parlé de plein de trucs, mais genre la mort de Yura, qu'on nous dit être une actrice très populaire, personne n'en a rien à foutre, c'est plus jamais mentionné. Vraiment, ce personnage m'énerve. Même pas forcément parce qu'il est mauvais. Son passé très cru, ce qu'on voit de sa relation avec Ai, ça fonctionne. Mais il m'énerve parce qu'il aurait pu être bien plus et que dans le fond, cet antagoniste fade et globalement fonctionnel aurait pu être légendaire. On était sur la forme finale du destin brisé par l'industrie, forcé de garder le secret sur les violences qu'il a subies, alors que son trauma commence à le faire sombrer. C'était brillant et faire de l'antagoniste final non pas un potentiel instigateur et origine, mais une victime qui a pleinement succombé, c'était impactant. Eiri a Kamiki enfant et donc complètement brisé sa vie, et Kamiki fait de même. Il y avait un potentiel de fou, et faire de lui l'antithèse complète de ce qu'était Ai était intéressant. Là où Ai portait le mensonge qui amenait le métier d'idol et jouait le rôle qui lui était demandé, Kamiki aurait pu être le rappel à la vérité, et même amener un vrai propos sur la beauté physique qui aurait été d'autant plus intéressant. Et à côté, Akasaka commençait à dresser un parallèle entre lui et Aqua. Aqua était à peu de choses près extrêmement proche de Kamiki. Leur ressemblance physique sert à ça, quand bien même ça ruine toute l'enquête. Mais honnêtement, le parallèle fonctionne. Aqua est, comme Kamiki, obsédé par une femme et traumatisé par un événement impliquant une femme. Et histoire de vraiment pousser le parallèle, ils sont obsédés par la même femme. Comme Kamiki, Aqua a du mal avec l'aspect relationnel et joue continuellement un rôle tout au long de l'œuvre, au point d'appeler Ai uniquement par son nom de scène. Et là arrive la meilleure solution possible, la fin parfaite à cette quête de vengeance. Le film en tant que tel est la dernière vidéo d'Ai. C'était les dernières balles qui ne devaient pas tuer Kamiki, mais justement lui faire accepter le poids de sa culpabilité et de ses actions. Lui faire comprendre qu'il a eu faux sur toute la ligne et tout briser ici. Tant le cycle de la haine de Kamiki que celle d'Aqua qui arrive à exorciser sa propre haine en créant, en ayant réussi malgré lui à s'entourer pour la surpasser. Tout le monde a le droit à sa rédemption et le monde continue d'être pourri, certes, mais avec un message d'espoir, de possibilité, de changement, d'acceptation, d'évolution. Fin. Oshinoko est un chef-d'œuvre. En fait, non. Il y a une meuf de l'ancien Bekomachi qui était méchante et qui est en couple avec le mec qui a buté Ai. Et en fait non, Kamiki c'était le méchant bien méchant du début qui était vraiment méchant, qui fait le méchant en essayant de tuer Ruby, mais en fait à quoi il s'interpose, il fait le gentil, et il le bute en se plantant et en se suicidant. Et Oshinoko se termine comme ça, en butant son protagoniste, mais aussi son œuvre. Une fin c'est important, c'est ce qui conclut le message d'une œuvre, ses thèmes, souvent des gros arcs narratifs.
On ne peut pas passer ça sous silence. Imaginez une blague sans chute, une phrase sans point, ou est-ce que vous prendriez bien une autre comparaison footballistique? L'Inter Milan sur la saison 2024-2025. Excellente saison, ils passent tous les tours de la Coupe d'Italie et ils arrivent à prendre la tête du championnat à la fin de l'hiver. Et ils font aussi une super campagne de Ligue des Champions, ils battent Arsenal, Leipzig, ils éliminent Feyenoord, le Bayern et surtout le Barça dans une demi-finale légendaire. Ils étaient en route pour faire une saison de malade mentale, sauf que tout va s'écrouler. En l'espace de 7 jours, ils sont éliminés en demi-finale de la Coupe d'Italie, ils perdent 2 fois en championnat, ce qui leur fait perdre la tête, et après ils se prennent une raclée 5-0 en finale de Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain. Leur fin complètement foirée a complètement annihilé la beauté du parcours précédent. Oshinoko, c'est pareil. Bon, en soi, une fin anticlimatique qui n'a pas l'air positive, voire abrupte, c'est pas nécessairement mauvais tant qu'elle porte un message qui est fort. Et même une fin bâclée ou ratée peut réussir à porter, voire conclure un thème fort de l'œuvre. Le problème d'Oshinoko, c'est que sa fin cherche à aller à l'opposé complet de tout le manga, sans jamais rien amener en retour. L'idée du cycle de la violence à briser, ça dégage, ou alors c'est au mieux résolu de la pire des manières. Les arcs narratifs de Kana et Akane, on coupe en plein milieu. L'idée de comparer Aqua et Ruby à Kamiki et Ai pour supposer une avancée et une voie différente, poubelle. Aqua finit comme Kamiki, et Ruby devient littéralement une nouvelle Ai. Et qu'est-ce qu'on a à la place? Absolument rien. Oshinoko se contente d'annuler les messages qu'il porte pour ne laisser qu'une impression de surplace, et donc une très grande frustration. Comment tu expliques un ratage complet, surtout quand Akasaka sort en interview que la fin colle parfaitement à ce qu'il avait prévu, ce qui rendrait ce choix d'autant plus étrange? La vérité sur est-ce que c'était prévu ou pas, c'est à mon avis plus nuancé. Je pense que la fin, en tout cas plusieurs pièces de celle-ci, étaient initialement prévues, et on peut en voir plusieurs traces. Il y a un parallèle entre la fin du prologue et la fin de l'histoire, et le staff de l'animé était à minima au courant de la manière dont Aqua allait mourir pour teaser cette mort dans l'ending Mephisto. Le reste, notamment le 180 complet sur la quasi-intégralité des arcs narratifs et des thèmes, je pense que c'était moins prévu à la base, ou alors que si ça l'était, Akasaka s'est emmêlé les pinceaux ou a changé de cap. Peut-être pour faire un commentaire méta sur sa situation. Parce que Oshinoko s'est terminé le 14 novembre 2024, 5 mois après un événement charnière dans la carrière d'Akasaka. L'annulation de son 4e manga, Love Agency, à peine seulement 1 an de publication. Pour la première fois depuis le début de Kaguya-sama, Akasaka reste sur un échec d'autant plus particulièrement cuisant qu'entre-temps Oshinoko avait encore boosté sa popularité. Et Love Agency s'est terminé, pile une semaine avant le début de l'arc final d'Oshinoko, et donc le lent début de l'annulation pure et simple de chacune des thématiques et progression de la série. Je grossis sans doute un peu le trait, mais on peut voir dans la fin très abrupte et non concluante de Shinoko un mimétisme de certaines fins précipitées, et donc un Akasaka énervé voulant peut-être critiquer à la va-vite ce système, maintenant qu'il y était directement confronté et que ses plans post-Shinoko étaient sérieusement compromis. D'ailleurs, ça ne serait pas la première fois qu'Oshinoko est influencé par ça, parce que d'après Akasaka lui-même, la gestation d'Oshinoko a été en partie influencée par des retours très négatifs qu'il a eu sur le live-action Kaguya-sama, et donc l'image très négative qu'il avait de l'industrie à partir de ça. Oshinoko, c'est une œuvre qui est complexe dans son échec, et qu'on peut remonter à son concept même. Est-ce que faire un manga d'enquête n'était pas une mauvaise idée? Parce que, quand est-ce qu'Oshinoko était à son meilleur? À son pic? Eh bien, lorsque cette intrigue était absente, lors du prologue, lors de Tokyo Blade, lors de l'arc Scandale, et durant les quelques passages du film où le documentaire prenait vraiment le pas. Et les deux personnages qui semblent être les plus populaires de la série sont d'ailleurs les deux principaux qui s'impliquent le moins dans l'enquête, Kana et Ai. Et c'est justement quand Oshinoko a cherché à prioriser cette enquête que tout s'est écroulé, de sa trop lente avancée à sa conclusion. Oshinoko, c'est un mauvais manga d'enquête, qui essaye de justifier le peu d'avancée dont il a besoin par des personnages fonctions. C'est à ça que sert Wikipedia Kane passé Tokyo Blade, c'est à ça que sert Tsukuyomi quand elle n'introduit pas des éléments sur Goro et Sarina. Aqua n'a presque rien découvert par lui-même. Une bonne enquête, une bonne intrigue policière, devient encore meilleure après coup, car on peut voir à l'avance comment les indices et les pièces du puzzle sont introduites, et de voir d'où part l'œuvre pour amener au coupable ou à une fausse piste. Par exemple, Danganronpa ou Ace Attorney font ça extrêmement bien. Eux aussi consistent à trouver des criminels via des indices qu'on nous expose pour la plupart très tôt lors des arcs scénaristiques. Et après coup on se dit, bah oui, c'est logique. Ces intrigues policières sont brillantes grâce à ça, et leur meilleur passage brille par l'ingéniosité du cheminement mental à faire. Pour rester sur Danganronpa spécifiquement, beaucoup de chapitres de Danganronpa 2 ou de Danganronpa V3 sont des chefs-d'œuvre sur ce point, parce qu'on a plein d'indices et qu'à la fin,
tout s'embrique parfaitement. Ce qu'Oshinoko ne fait jamais. On ne résout jamais un puzzle avec Oshinoko. On voit juste des trucs bouger derrière une vitre et se résoudre d'eux-mêmes sans notre intervention. Akasaka a compris la forme d'une œuvre policière parce que concrètement, oui, ça se passe comme ça. Mais il a pas vraiment compris le fond, au point où son œuvre entière est enchaînée à ce problème. Et quand je dis que Akasaka ne sait pas écrire une œuvre policière, je le pense sincèrement. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le décalogue de Knox? En gros, c'est 10 règles écrites par l'auteur Ronald Knox à la fin des années 20, pendant ce qu'on appelle l'âge d'or du roman policier, et qui servent à vraiment structurer un roman policier. Si un roman est bon, il se doit de suivre ces 10 règles, sinon il fait face à de sacrées faiblesses d'écriture. Et bah Oshinoko ne les suit justement pas toutes ces règles, et fait surtout l'impasse sur 3 d'entre elles qui sont vraiment importantes. Le criminel doit être introduit dans l'histoire précédemment, le détective ne doit utiliser que des éléments présentés au lecteur avant qu'ils ne sont utilisés, aucun accident ou aucune intervention divine venue de nulle part ne doivent aider le détective. Autant vous dire que ça n'aide vraiment pas le cas de l'enquête dans Oshinoko, et je pense vraiment que l'œuvre aurait juste été mieux sans. Qu'Akasaka ait voulu tenter le coup après le virage plus sérieux de Kaguya-sama, pourquoi pas, ça s'entendait. Mais au final, ça marche juste pas et on se retrouve avec une œuvre simplement polluée par ce qui lui sert de fil rouge. Un Oshinoko sans vengeance, acceptant bien plus le slice of life d'un aspect documentaire, qui se concentre sur les carrières d'Aqua et Ruby, voit leur histoire de cœur, aurait été bien meilleur. Ce même Oshinoko qui aurait pu retrouver la noirceur amenée par la vengeance, justement se focalisant sur l'aspect documentaire. Et j'ai même envie de dire qu'un Oshinoko 100% documentaire aurait été naturellement plus sombre, vu qu'au final, les passages les plus thématiquement sombres de l'œuvre qu'on connaît viennent plus de comment une industrie immonde est représentée. Et ça aurait rendu la fin bien plus acceptable, parce que la fin d'Oshinoko, donc tout ce qui se passe après la mort d'Aqua et Kamiki, c'est la fin d'un documentaire. Un documentaire animalier, historique ou je ne sais quoi, n'a pas vocation à présenter un scénario élaboré et donc à faire grandement différer le monde à son début et à sa fin. Une histoire documentaire n'a pas vocation à bien se terminer. Une histoire policière et d'enquête, généralement si. Structurellement, Oshinoko a échoué. Et c'est dommage, parce que ça gâche une œuvre qui avait l'excellence à portée de main. On est sur une œuvre bien trop ambitieuse pour son bien, qui a voulu en faire trop, a traité trop de choses dans trop de genres, sans jamais se fixer. Et ça crée des réactions très clivantes à chaque fois. J'adore Tokyo Blade pour son aspect documentaire, qui est de loin la partie de Oshinoko que je préfère, mais d'autres personnes n'aiment pas cet arc à cause de son manque d'avancée sur l'enquête, et c'est difficile de leur donner tort. Oshinoko est un puzzle, mais un puzzle difforme qui souffre en existant. Des pièces souvent brillantes prises à part, mais qui perdent leur éclat quand on les assemble. L'arc des fins limiers est individuellement très bon, mais assemblé, il souffre de l'énième ralentissement scénaristique après la fin de son arc précédent. Des bouts de l'arc film sont très bons, mais assemblé, il souffre de la prise de pouvoir certaine du seul bout de la chaîne qui était vraiment mauvais dès le départ. Cette foutue enquête qu'Akasaka a mal gérée de A à Z. Parce que c'est un écrivain brillant par ses personnages et non par son intrigue, et à cause de ça, plusieurs pièces brillantes qu'il a créées se retrouvent écrasées par une structure qui ne leur rend absolument pas justice. Tout partait très bien, mais Akasaka a refait la même erreur que sur Ib Istanbulet, une structure trop ambitieuse, trop grande pour lui, qui a fini par le faire négliger les domaines où on le savait bon. Est-ce que Oshinoko est bon? Est-ce que Oshinoko est mauvais? C'est compliqué. Je dirais plutôt qu'Oshinoko existe et que c'est à la fois sa plus grande qualité et son plus grand défaut. Qualité parce que malgré des soucis qui deviennent de plus en plus aberrants, l'œuvre arrive à globalement tenir debout et nous sort certains moments d'anthologie. Le prologue reste parfait, certains arcs restent très bons dans leur écosystème personnel, et en dehors de ça, on sent que c'est une licence qui est gérée par des gens passionnés. La réalisation de l'animé est merveilleuse et chaque opening et ending resteront parmi mes préférés de la décennie 2020. Mais cette existence est aussi le plus grand défaut d'Oshinoko, parce que ça fiche dans l'histoire ses carences et ses problèmes dont on a déjà bien trop parlé, et ça ne lui donne qu'un rôle rêvé à éviter plutôt qu'à suivre, le fameux « faites mieux ». Ça ne fait que nous promettre qu'à l'avenir, des auteurs se baseront pour lui, soit pour essayer de reprendre, améliorer et terminer sa promesse de thriller dans le show business, soit en prenant ses erreurs et en partant dans une autre direction. Oshinoko n'était pas le premier manga sur l'acting et les idoles, et ne sera pas le dernier. Rien que là, dans le Shonen Magazine, existe Idolâtrie par exemple. Mais je pense qu'Oshinoko se destinera à être ça, une œuvre abîmée dans un musée, qu'on admirera pour son ambition démesurée, ou qu'on prendra pour inspiration en prenant son chemin en étant mieux armé. Merci d'avoir suivi cette première vidéo de la saison 2026, elle a mis du temps à sortir, mais je voulais frapper fort dès le début. Rendez-vous très bientôt pour du changement et de la magie, c'était Amano, à la prochaine.